La ligne éditoriale de la maison, elle est très, très précise. L'Antilope publie des textes littéraires qui racontent quelque chose de la richesse et des paradoxes de l'existence juive sur les 5 continents. C'est-à-dire que, alors, en fait, il y a beaucoup de maisons d'édition qui se consacrent à un segment. Par exemple, Gallmeister, c'est les grandes plaines américaines. Anne-Marie Métellier, ça avait commencé avec la littérature hispanique et brésilienne. Après, elle a un peu élargi. En ce qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle en anglais la Jewish literature. Alors en français, littérature juive, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, quelque chose qui raconte de l'existence juive avec aucune limite linguistique, c'est-à-dire qu'on peut publier à la fois des textes écrits en français, mais aussi des textes traduits de toutes sortes de langues. Il faut reconnaître de préférence de langues qu'on sait lire, parce qu'on aime bien savoir ce qu'on va publier. Donc, en l'occurrence, moi, je lis en anglais, en allemand, en hébreu et en yiddish, et un peu en italien. Donc, ça fait pas mal de choses déjà. Et puis, quand on ne sait pas lire la langue, par exemple le polonais, ni Anne-Sophie ni moi ne lisons le polonais, eh bien, en général, on s'efforce de publier des textes qui ont été traduits dans d'autres langues, en anglais, par exemple, ou en allemand, ce qui nous permet de lire la traduction. Mais on ne s'engage jamais à l'aveuglette. Il y a parfois des éditeurs qui achètent des droits, même c'est très fréquent, sans même savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du livre, qui se fie une fiche de lecture. Nous, on considère que l'identité de la maison, c'est nous. Et donc, on y met toute notre personnalité, nos passions et notre libido, je dirais, au sens littéraire du terme. Et donc, il faut qu'on sache ce qu'il y a dans les livres. Une fois, j'avais entendu une réflexion de Olivier Cohen, le grand éditeur qui est patron des éditions de l'Olivier, et qui disait, il ne faut jamais publier un livre qu'on n'aime pas. Parce que si ça marche, bon, ça marche. Et si ça ne marche pas, c'est la double peine. Tandis qu'un livre qu'on aime, si ça ne marche pas, on se dit, bah, je suis quand même très très content de l'avoir édité. Tant pis, il n'a pas rencontré son public, etc. Mais quand on publie un livre qu'on n'aime pas et qui ne marche pas, alors là, c'est l'horreur. Et effectivement, on n'a pas envie de s'infliger cette souffrance. Et, et puis, le catalogue d'une petite maison d'édition, c'est en soi, il n'y a pas que chacun des livres qui est une œuvre d'art. On considère ça, notre catalogue, comme une construction et une œuvre d'art, en fait, en soi. Donc, il y a 2 niveaux d'œuvre d'art. Il y a chaque livre en particulier, et puis le catalogue dans son entier. Et, et il nous était arrivé, je vais vous raconter une anecdote, au mois de janvier, on devait publier un livre. C'est sans doute une erreur de jeunesse. On avait signé un contrat. Anne-Sophie avait dit je vois très bien ce qu'on peut faire avec ce livre. Et puis finalement, on n'a pas pu faire parce que l'auteur, plus ça allait, plus on lui proposait de retravailler et plus il se cabrait. De sorte que 2 mois avant la sortie, on est convenu, avec l'auteur d'ailleurs, de ne pas le publier parce que plus personne n'était content. Et, et moi, plus ça allait, plus je me disais, mais en fait, j'ai de moins en moins envie, vu les difficultés qu'on a avec l'auteur, vu le résultat littérairement parlant, j'ai de moins en moins envie qu'on ait ce livre dans notre catalogue. Je sais que ça va me déranger pendant des années, parce que c'est pas un livre dont on sera fier, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'au mois de janvier, on n'a pas publié le livre, contrairement aux autres années. Et en plus, l'auteur était soulagé parce que il souffrait de plus en plus, parce que s'il trouvait que c'était plus ce qu'il voulait faire, donc tout le monde était d'accord pour arrêter. Donc, je disais, le catalogue, on le considère aussi comme une construction. Et d'ailleurs, il y a, plus ça va, sans du tout qu'on en ait eu conscience dès le départ, plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui se répondent dans notre catalogue. Il y a des textes ou des auteurs qui se répondent les uns aux autres. Et ça, c'est très plaisant. Alors, il y a peut-être que nous qui en avons conscience, parce qu'évidemment, on connaît bien les textes, on les a lus entre le moment où on découvre les manuscrits et le moment où on publie un livre. Autant Anne-Sophie que moi, on a lu le texte 4 ou 5 fois, jusqu'à la correction des épreuves. Donc, on connaît très bien nos livres, bien entendu. Mais pour vous donner un exemple, alors des fois c'est des toutes petites anecdotes. On a publié un livre d'un écrivain américain qui s'appelle Joshua Halberstam,
qui s'appelle Une place à table, qui est un très beau livre, un magnifique roman qui se passe dans les milieux chassidiques de New York. Je ne sais pas si vous avez vu récemment sur Netflix la série qui s'appelle Unorthodox. Je sais qu'elle a eu beaucoup de succès, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui l'avaient lu, qui se passe aussi dans les milieux ultra-orthodoxes chassidiques de New York. Ben, c'est dans les mêmes milieux que se passe ce livre. Et Joshua Halberstam, en fait, c'est un homme c'est un roman très autobiographique où il raconte son héros, en fait, est fils d'un rabbin chassidique et le héros veut d'abord aller à l'université, puis tombe amoureux d'une jeune fille non juive. Et toute la question est de savoir s'il peut s'autoriser à convoler avec cette jeune fille non juive. Est-ce que c'est pas rompre la chaîne de la transmission et de la tradition, lui qui est fils de rabbi, petit-fils de rabbi, arrière-petit-fils de rabbi, etc. Et Joshua Halberstam nous a dit, vous savez, Halberstam, dans le monde des juifs très orthodoxes, quand je dis je m'appelle Halberstam, c'est comme si en Angleterre, je disais je m'appelle Windsor. C'est l'aristocratie des juifs orthodoxes parce que j'ai 12 ancêtres qui ont été des rabbins extrêmement prestigieux et à ta fois du côté de mon père et du côté de ma mère. Et là, je suis en train de traduire un texte de l'hébreu d'un garçon qui s'appelle Benny Mer, qui a écrit la biographie d'une rue juive à Varsovie entre les deux guerres, qui paraîtra d'ici un an. C'est moi qui le traduis de l'hébreu. Et à un moment donné, Benny Mer, c'est aussi assez personnel ce qu'il écrit, enfin, il part en excursion dans une rue de Varsovie entre les deux guerres. Donc, il est notre guide touristique dans cette rue. Et il dit, je me souviens quand j'étais petit, ma grand-mère m'avait amené chez la femme du rabbin Halberstam, à côté de Tel Aviv. Voilà. Donc, voilà comment les livres se répondent dans notre catalogue. Ça, c'est le tout petit clin d'œil. Et des clins d'œil beaucoup plus importants, évidemment, c'est que parfois, au début où on a commencé à publier, il y a des gens qui nous ont dit, qui ont fait des critiques. Vous savez, dans un pays comme la France, quand on dit qu'on va publier de la littérature juive, tout de suite, on risque d'être traité de communautariste. Et il y a des gens qui ne sont pas privés pour le faire. Nous, on a laissé parler. D'abord, les gens qui nous connaissaient, ils savaient que ce ne serait pas le cas parce qu'ils savaient qu'autant Anne-Sophie que moi, nous sommes des juifs très ouverts et que ce qui nous intéresse, c'est plus d'avoir un regard juif sur le monde que d'avoir une littérature communautaire, bien entendu, et qu'on considère que justement la singularité de l'existence juive a quelque chose à dire du monde dans son universalité. Après tout, Isaac Bashevis Singer, il a réussi à intéresser le monde entier avec 10 numéros d'une rue juive de Varsovie, de la rue Krochmalna, quoi. Et il a raconté ça toute sa vie. Et puis quelques numéros de Brooklyn aussi, enfin, ou de Manhattan. Il a raconté ça toute sa vie et ça a passionné le monde entier. Donc, on n'est jamais autant universel que lorsqu'on parle de sa singularité, finalement. Et qu'on l'habite bien, sa singularité. Et donc, là où les textes se répondent dans notre catalogue aussi, c'est que l'existence juive, on l'apprend par tous les bouts, en fait. Donc, on l'apprend de manière assez classique quand on publie Israël Joshua Singer, qui est le frère aîné, un grand écrivain yiddish qui était le frère aîné de Isaac Bashevis Singer, justement, du prix Nobel de littérature. On a publié deux livres de lui, un roman qui s'appelle Et Wolf, fils de Hersch, devint Willy, et un autre, un recueil de nouvelles qui s'appelle Printemps et autres saisons. Israël Joshua Singer, c'est un écrivain à l'écriture relativement classique, un très bon raconteur d'histoire, mais on est de plein pied dans la vie des Juifs de Pologne entre les deux guerres ou des Juifs émigrés aux États-Unis à la même époque, avant ou après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est de la très belle littérature, mais assez qui sort pas, enfin qui sort pas de, on n'est pas surpris par cette littérature, disons. En revanche, et on est vraiment dans la situation du juif minoritaire, que ce soit en Pologne ou aux États-Unis, de minoritaire au sein d'une culture majoritaire. Voilà. En revanche, quand on publie Daniela Carmi, dont on a publié un roman drôle, un peu loufoque, qui s'appelle La famille Yassine et Lucie dans les cieux. Daniela Carmi, c'est une écrivaine israélienne. À titre personnel, elle est d'extrême gauche. Pour vous donner une idée, quand des groupes juifs de Jérusalem ont voulu l'inviter après la sortie de son livre, des groupes francophones
Elle habite à 30 km de Jérusalem. Hein. Des groupes francophones ont voulu l'inviter à Jérusalem pour présenter son livre. Elle a refusé en disant « Tant que Jérusalem-Est sera occupée par l'État d'Israël, je refuse d'y mettre les pieds. » Hein, pour vous dire combien elle est d'extrême gauche. Et, et elle a imaginé une héroïne arabe donc, qui s'appelle Nadia Yassine, arabe chrétienne, mariée avec un arabe musulman, parce que comme vous le savez sans doute, il y a une minorité de citoyens arabes en Israël qui représente 20% de la population. Et en fait, elle lui fait observer la société israélienne de ses yeux de femme arabe minoritaire. Donc en fait, l'existence juive, là, on est exactement dans l'inverse. C'est une femme arabe minoritaire dans une société juive majoritaire. Et en plus, l'héroïne arabe, mais l'écrivaine est juive. Donc voilà, donc on a trouvé ça très intéressant comme point de vue. Et puis, certains nous ont dit au début, mais alors il faut être juif pour publier en Europe. Et donc ça nous a fait rire. Et on a prouvé que ce n'était pas le cas, puisqu'on a 3 auteurs non juifs à notre catalogue. Le premier, c'est un auteur polonais qui s'appelle Igor Ostrachowicz, qui a écrit un livre qui s'appelle La nuit des Juifs vivants. Donc, dans ce livre, alors Ostrachowicz, il a une biographie assez particulière parce que c'est lui qui écrivait les discours, enfin conseiller en communication, spin doctor, comme on dit, chez les gens chics, du précédent Premier ministre polonais, qui était un homme de gauche, et qui est devenu président de la Commission européenne, après, qui s'appelait Tusk. Et en fait, Ostrachowicz, c'est quelqu'un qui a 45 ans, et qui, quand il est venu présenter son livre en France, alors il était un peu attendu au coin du bois. Vous savez, les Juifs d'origine polonaise en France, ils considèrent que tous les Polonais sont antisémites. Parce que leurs grands-parents leur ont raconté en Pologne, la vie était horrible, etc. Machin. Il y a de l'antisémitisme, mais il y a eu beaucoup d'antisémitisme en Pologne. Et bien entendu, comme nulle part, tous les Polonais ne sont pas antisémites. Et justement, Ostrachowicz, il écrit ce livre et il dit il y avait 300 000 juifs à Varsovie avant la guerre, il y avait 3 millions de juifs en Pologne avant la guerre. Après la guerre, il en restait moins de 5%. Les autres ont été exterminés. J'ai l'impression qu'il me manque 300 000 personnes dans ma ville et 3 millions de personnes dans mon pays. C'est comme si on m'avait coupé un bras. J'ai un membre fantôme. Et ce membre fantôme, il l'exprime dans un livre dont La nuit des Juifs vivants, c'est quand même assez provocateur comme titre. C'est inspiré évidemment du titre du film La nuit des morts vivants. Donc c'est supposé être un livre d'horreur, enfin de zombies en tout cas. Et effectivement, c'est l'histoire d'un jeune Polonais qui un jour, alors qu'il va baiser sa gonzesse dans sa cave, tout à coup il remarque que d'une bouche d'égout sortent des zombies. Et ce sont des zombies juifs, et les zombies des juifs qui ont été assassinés à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie, dans les années 41-42. Et donc, c'est un livre qui est un livre très profond sur la mémoire de la Pologne, la Pologne face à sa mémoire juive, mais qui est traité de manière complètement pop culture, par exemple. C'est un livre vraiment, une espèce d'ovni littéraire qui, pour tout vous dire, quand on a signé le contrat avec l'éditeur polonais, il nous a dit, bon, maintenant, je vais pouvoir le vendre dans d'autres pays dans le monde, parce qu'il y a des tas d'éditeurs qui n'osaient pas le publier, parce qu'ils avaient peur que ce soit considéré comme un livre antisémite. Je veux dire, imaginez des zombies juifs, des zombies de victimes juives de Varsovie de 1942, c'est vrai que c'était assez osé. Un deuxième exemple d'auteur dont le point de vue nous a intéressés. Permets-moi de t'interrompre, Gilles. Pardon. Permets-moi de t'interrompre. Est-ce que tu peux donner la différence entre le yiddish et l'hébreu? Ah oui, bien sûr. Alors, effectivement, les deux, on a à peu près un quart de nos livres qui sont hébreux, un quart qui sont traduits du yiddish. Donc, en fait, l'hébreu, c'est la littérature hébraïque, c'est la littérature principalement de l'État d'Israël de nos jours.
Mais il y a déjà eu une littérature hébraïque à partir de la fin du 19e siècle, même puisque l'État d'Israël n'existait pas, puisqu'il a été créé en 1948. La littérature hébraïque moderne a commencé à la fin du 19e siècle, mais nous, la littérature hébraïque qu'on publie, c'est de la littérature hébraïque contemporaine. Donc en général, ce sont des écrivains israéliens, qu'ils vivent en Israël ou qu'ils vivent ailleurs. D'ailleurs, on a un auteur qui vit à Londres depuis une dizaine d'années, mais qui est né en Israël et qui a passé les 25 premières années de sa vie. En fait, le yiddish, c'est la qui a été parlée depuis. Alors, l'hébreu, c'est la langue de l'Israël, mais au départ, ça a été la langue de la Bible. Et c'est la langue religieuse des Juifs depuis 2-3 000 ans. Et qui a été remise au goût du jour comme langue d'un pays, enfin d'abord d'une population puis d'un pays, à partir du début du XXe siècle en Palestine et puis dans l'État d'Israël, devenu l'État d'Israël. Voilà, donc c'est une langue à la fois très ancienne et très moderne, c'est-à-dire qui a 3000 ans et qui est renée de ses cendres et qui a donné lieu à une littérature contemporaine tout à fait étonnante. Et le yiddish, en fait, c'est la langue des Juifs d'Europe depuis l'an 1000 à peu près, qui a été parlée un petit peu partout en Europe, des pays baltes jusqu'à Amsterdam et Venise au sud, en fonction, pas toujours de la même manière, enfin de manière aussi intensive dans toutes les parties de l'Europe à toutes les époques, mais qui a surtout connu un âge d'or dans l'Empire russe et en Roumanie, à partir de la fin du 19e siècle. Et la littérature yiddish moderne, en fait, est née dans l'Empire russe principalement, c'est-à-dire en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie et en Roumanie. Et après, elle s'aimait à partir de 1880 aux États-Unis, en Palestine, un peu en France, en Allemagne, en Belgique, enfin en Europe occidentale et en Amérique du Sud. Et donc, les livres que l'on publie de littérature, mais c'est une langue qui a connu un très fort déclin à partir de la Seconde Guerre mondiale, puisque les 3/4 des victimes juives du génocide étaient yiddishophones. Et donc, la littérature yiddish moderne, elle se développe à partir de 1860, mais elle décline à partir de 1945, elle est encore vivante jusque dans les années 60, disons. Et donc, les livres qu'on publie, c'est plutôt des livres qui ont été écrits entre les deux guerres, des livres yiddish qui ont été écrits soit avant la Première Guerre mondiale, soit entre les deux guerres. Voilà, pour ce qui est de la littérature yiddish. Donc, effectivement, c'est deux sources importantes pour nous. Il se fait que moi, je lis les deux langues, je traduis même des deux langues. Anne-Sophie, elle est familière des deux langues aussi, même si elle n'est pas fluente, disons. Donc, c'est vrai qu'on a un atout par rapport à d'autres éditeurs français, c'est qu'on a un accès direct à ces textes, qui est rarement le cas des autres éditeurs français, il est très rare qu'ils lisent soit l'hébreu, soit l'yiddish. Et moi, dans ma carrière, en fait, j'ai été directeur de la Maison de la Culture Yiddish pendant 20 ans, avant de créer l'Antilope. Et la Maison de la Culture Yiddish, il y a la plus grande bibliothèque yiddish d'Europe à l'intérieur, qui fait 40 000 volumes. Et donc, je connais très bien les chefs-d'œuvre qui ne sont pas encore publiés en français. Donc, je me réserve quelques petites surprises pour les années prochaines. Donc, j'en étais en fait à notre auteur franco-libanais qui s'appelle Sabil Goussoub, dont on a publié un texte qui s'appelle Le Nez Juif, il y a 2 ans, et dont on publiera le deuxième roman, c'était son premier roman, le deuxième roman fin août, qui s'appelle Beyrouth entre parenthèses. Et en fait, Sabil Goussoub, son premier roman, Le Nez Juif, donc lui, il est franco-libanais. Il est né en France de parents libanais chrétiens qui ont fui la guerre civile en 1976 et qui se sont installés à Paris. Mais il a où il avait ses grands-parents à Beyrouth, enfin au Liban, ses oncles, ses tantes, etc. Donc il a vraiment vécu à cheval entre les deux pays. Et même à un moment donné, il est allé vivre à Beyrouth. Et il est très attaché, il se sent libanais, tout autant qu'il se sent français. Et son premier roman, Le Nez Juif, il disait, en gros, il partait d'un truc où il disait, c'est bizarre, mais je suis arabe, mais j'ai un gros nez, et donc tout le monde me prend pour un juif. Et à partir de cette espèce de boutade qui est presque un cliché antisémite, ça l'amène à poser de profondes questions d'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que
d'être en permanence pris pour autre chose que ce que l'on est. Et qu'est-ce que c'est que cette assignation identitaire? Est-ce qu'on ne peut pas être justement autre chose que ce qu'on est né? Et donc, c'est un livre qui a bien marché. Enfin, il a eu un bon sujet de un bon succès de premier roman. Et le deuxième, Beyrouth entre parenthèses, en fait, l'auteur imagine, il n'imagine pas tout à fait, parce qu'entre nous, ça lui est arrivé, que tout franco-libanais qu'il est, avec son passeport français et son passeport libanais, il décide de faire un voyage en Israël et à l'aéroport de Ben Gurion de Tel Aviv, il est interrogé pendant 7 heures par les services de sécurité parce que vous savez que si vous prenez un avion pour Israël, avant même que vous ayez pris l'avion, les services de sécurité ont étrillé toute la liste des passagers pour voir qui pouvait être douteux. Donc lui, comme il s'appelle Sabil Goussoub, eh bien, une fois qu'il est arrivé à l'aéroport, il s'est rendu compte qu'on avait scanné sa vie quoi, sur le Mossad s'était chargé de faire des recherches à son sujet. Et du coup, l'interrogatoire a duré 7 heures. Il raconte cet interrogatoire dans Beyrouth, entre parenthèses. Et plus les interrogateurs lui posent des questions en disant c'est qui ton père, c'est qui ta mère, c'est qui ton grand-père, c'est qui ta grand-mère, c'est qui ton oncle, c'est qui ta tante, plus ça lui pose des questions d'identité en disant et finalement c'est qui. Quand il dit à l'interrogatrice mon grand-père, je ne sais même pas quel était son prénom. Donc l'interrogatrice ne veut pas le croire, et puis tout à coup il se dit bah oui, comment ça se fait que je ne sais pas quel était le prénom de mon grand-père, enfin, et puis il commence à raconter un peu la vie de sa famille, de Beyrouth. Et c'est un livre, bon, c'est dans la continuité du Né juif, mais qui approfondit les questions d'identité, les questions d'assignation identitaire, justement, et des questions de stupidité, finalement, de deux pays, le Liban et Israël, qui se ressemblent énormément, deux villes, Beyrouth et Tel Aviv. Moi, je suis jamais allé à Beyrouth, mais toutes les personnes qui connaissent les deux villes disent on a l'impression d'être dans la même ville, c'est la même mer, c'est la même ambiance, et qui se tournent le dos, qui veulent pas se voir et qui se font la guerre. Enfin, voilà. Donc, et lui, il essaye de dire bah, c'est quoi ça quoi, combien de temps on va s'ignorer les uns les autres. Voilà. Qu'est-ce que je peux. Bah, Anthony, je sais pas, tu as peut-être des Moi, questions. Voilà. sincèrement, si je pouvais, je te poserais des questions toute la journée. Donc, d'abord, je préfère laisser parler les autres, mais est-ce que déjà tu peux nous dire, quel est le plus gros succès de l'Antilope depuis le début? Alors, le plus gros succès de l'Antilope, c'est un livre dont j'avais dit à Anne-Sophie au départ, mais comment est-ce qu'on va réussir à vendre ce livre? Bon, on savait que c'était un livre extraordinaire. Mais encore faut-il, vous savez, entre un livre extraordinaire et un livre qui atteint son public, c'est beaucoup de choses, surtout dans une petite maison d'édition. Et donc, c'est un livre qui s'appelle Dans les bagnes du Tsar, qui a été écrit par un grand poète yiddish totalement inconnu en France, qui s'appelle H. Leivik. Donc, dans la culture yiddish, il est considéré comme à l'égal de Victor Hugo, disons, mais il est totalement inconnu parce qu'il a écrit de la poésie et du théâtre principalement, et que la poésie et le théâtre, c'est rarement traduit en français. C'est un homme qui est mort dans les fin des années 60 ou début des années 70, non, années 60, pardon, début des années 60, mais qui, au début du XXe siècle, était révolutionnaire en Russie. Il est mort aux États-Unis, mais il était révolutionnaire en Russie. Il a été arrêté en 1906, si j'ai mon souvenir, après la révolution avortée de 1905. Et il a été condamné au cachot, puis à la relégation en Sibérie, à perpétuité. Donc, il a passé plusieurs années au cachot à Moscou et Saint-Pétersbourg. Et puis après, il a été envoyé, en fait, les forçats a été envoyés à pied en Sibérie, à pied et en bateau prison. À un moment donné, après avoir fait je ne sais pas combien de centaines de kilomètres à pied, il prenait un fleuve qui remontait jusqu'en Sibérie. Et donc la première partie se passe au cachot, la deuxième partie se passe sur les routes en direction de la Sibérie. C'est un témoignage extraordinaire sur l'époque, sur l'incarcération. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un cachot où il y a 8 prisonniers, 4 politiques et 4 droits communs. Donc il y a énormément de discussions sur qu'est-ce que c'est que de tuer un homme.
Est-ce que c'est donc évidemment les politiques ils considèrent qu'ils sont les nobles, quoi, parce qu'ils ont voulu défendre une cause, en l'occurrence le socialisme ou l'anarchisme à l'époque, et ils regardent les droits communs comme des criminels parce qu'il y a celui qui a tué une femme pour lui voler son pain ou des choses comme ça. Et puis finalement, les criminels, ils disent, mais vous trouvez ça mieux, vous, d'envoyer les gens au casse-pipe pour vos idées, etc. Enfin bon, il y a des conversations absolument passionnantes, à la fois sur l'engagement, sur l'humaine condition. Enfin, c'est un livre magnifique. Et ce livre a rencontré d'abord les journalistes et les libraires et son public, et on en est à plus de 4000 exemplaires vendus. Il est paru en avril de l'année dernière, donc en un an. Ça a été le livre qu'on a le mieux vendu jusqu'à maintenant, mais il continue à très bien se vendre. Et celui-là, je pensais que dans les objectifs commerciaux, j'avais mis 1500 exemplaires. Et donc, c'était la bonne surprise. Et on est très heureux parce que c'est un texte qui mérite et un grand écrivain qui mérite d'accéder à une certaine notoriété. Ah là, j'entends plus rien. Alors, je disais, n'hésitez pas à intervenir, sinon vous n'allez pas m'arrêter. Hein. Ah, mais vas-y, Anthony, t'as attendu ce moment toute ta vie. Et vous connaissez tous là, en fait? Oui, oui. La plupart. D'accord. Ouais. Et vous êtes tous blogueurs et blogueuses? Je pense, oui. À nos heures perdues. Moi, j'ai une question, du coup, j'en profite. Comment vous en êtes venu à vous auto-éditer? Ah oui, parce que j'ai aussi publié mon 7e ou 8e roman, qui s'appelle Mikado d'enfance, qu'on a publié au mois d'août. Alors, comment est-ce que c'est venu? D'abord, j'ai jamais aimé chercher un éditeur. J'ai 6 livres qui ont été publiés chez De Noël. Et puis à un moment donné, il a fallu que je parte parce que la ligne éditoriale de la maison a changé. C'est devenu une maison d'édition de littérature très grand public. Et puis à ce moment-là, j'ai publié un texte chez Grasset. Et dès que je suis rentré chez Grasset, je me suis rendu compte que c'était pas une maison pour moi. Trop grande gueule. C'est marrant parce que j'avais une copine écrivaine qui publie chez Actes Sud. Quand je lui ai dit, en fait, il y avait soit Actes Sud, soit Grasset qui voulait me publier. Elle m'avait dit, regarde ta bibliothèque et tu verras que des livres de chez Grasset, t'en as pas beaucoup. Et elle avait raison, en fait. J'ai pas beaucoup de livres de Grasset dans ma bibliothèque. Et je m'étais dit, mais comme il me proposait beaucoup d'argent, puis je sais pas, j'avais envie. Donc j'ai publié chez Grasset et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas une maison pour moi. Parce que c'est une maison, c'est d'abord, en général, les auteurs sont à la fois journalistes en même temps. Enfin, puis c'est une maison de grande gueule, quoi. Quand vous êtes face à Bec BD, Bernard-Henri Lévy, etc., vous n'existez pas, quoi. Et puis en plus, c'est pas des gens avec qui je me sens en communion. Et je me sentais beaucoup mieux quand j'étais chez De Noël. C'était une maison plus à ma mesure. Donc, j'avais pas très envie de republier chez Grasset. Je suis pas sûr que Grasset avait très envie de me republier non plus, d'ailleurs. Et puis après, je parlais avec 2-3 éditeurs, et puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, Anne-Sophie, comme elle lit tous mes textes, de toute façon, à un moment donné, elle m'a dit, mais tu sais, moi, j'aimerais quand même beaucoup publier ce livre. Donc, je me suis fait tirer l'oreille jusqu'au moment où ma copine, l'écrivaine Cécile Weisbrot, je lui en ai parlé. J'hésite, je sais pas, machin. Elle m'a dit, mais attends, t'es dingue, t'as la possibilité de tout maîtriser, tu te rends pas compte, tu te souviens pas comme c'est pénible d'être publié par un autre éditeur parce qu'on sait pas ce qui se passe, il nous cache plein de choses, on n'a pas la maîtrise des choses et tout. Toi, tu peux avoir cette maîtrise, pourquoi t'hésites? T'es complètement ridicule. Et ça m'a convaincu, en fait. Et j'ai pas du tout regretté. Effectivement, c'est beaucoup plus tranquillisant, en fait. Parce qu'on a, comme je vous disais au départ, surtout quand vous êtes dans une petite maison, c'était différent, mais dans une grande maison, bon, Grasset, c'est une très grande maison, De Noël, c'était une relativement grande maison aussi. Vous savez pas ce qui se trame derrière vous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a bien des moments où vous vous rendez compte que la maison d'édition, vous avez beau lui dire, tiens, ce serait pas mal de sensibiliser telle librairie, tel festival, tel
tel journaliste, on sent que ça résiste un peu. Et puis, la raison pour laquelle ça résiste, c'est qu'ils ont misé sur un autre cheval pour ces gens-là, quoi. Et vous le savez pas. Et donc là, au moins, c'est vrai que quand l'attaché de presse, parce qu'avant ça, c'était moi qui faisais les relations presse pour l'Antilope. Je commençais à avoir un peu trop de travail, et donc ça a été l'occasion qui a fait le larron. On a pris une attachée de presse pour mon roman, parce qu'évidemment, j'allais pas assurer la promo de mon roman, mon propre roman, en disant je vous conseille de lire un livre formidable. L'auteur s'appelle Gilles Rosier. Et, Ça aurait été loin, on aurait poussé le vice jusqu'au bout, là. voilà. Et donc, l'attachée de presse, elle me disait, ben voilà, j'ai eu une telle au téléphone, ça lui a pas plu. Je dis, ok, ça lui a pas plu, très bien. Enfin, voilà, j'avais les réponses, quoi. Tandis que les attachés de presse dans les maisons, souvent, elle te dit, oui, machin, elle l'a pas encore lu et tout, alors que la journaliste lui a dit, j'aime pas du tout le livre de ton auteur, quoi. Elles hésitent à vous dire la vérité. Et là, au moins, enfin, en tout cas, peut-être que je l'avais mise à l'aise et elle n'hésitait pas à me dire. Donc, ça évite d'avoir des faux d'espoir. On se dit, ok, d'accord, bah, cette piste, tant pis. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est plus simple, en fait. Mais c'est aussi un livre qui correspondait à la ligne éditoriale de la maison d'édition. Ah bah sinon, on l'aurait pas publié. Et effectivement, en fait, une des choses qui a fait que Anne-Sophie m'a convaincu, c'est qu'elle m'a dit, écoute, on est pile dans notre ligne éditoriale. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, et c'est vrai. Alors, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est un ouvrage quand même très particulier. Est-ce que tu peux en parler davantage? En fait, je raconte une anecdote un événement qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans, où j'ai été viré de mon collège pour antisémitisme. C'est-à-dire que c'était moi l'antisémite, hein, je précise. Donc, c'est vrai que 40 ans après, quand je suis traducteur d'hébreu, d'yiddish, éditeur à l'Antilope, ancien directeur de la Maison de la Culture yiddish, ça peut surprendre. Et voilà, je raconte cette anecdote. Évidemment, si je le raconte en 200 pages, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe que ce que j'ai résumé en une phrase. Mais c'était aussi, d'abord, c'est un événement qui m'a absolument traumatisé. Je pense que la phrase un peu climax de ce livre, c'est quand la mère du narrateur, devant le conseil de discipline, dit à l'administration du collège et aux profs, enfin, qui sont réunis dans une espèce de tribunal stalinien, comment voulez-vous que mon fils soit antisémite alors que mon père a été assassiné à Auschwitz? Voilà. Bon, ça résume aussi pas mal le grotesque de la situation. Et donc, ça me permettait à la fois de revenir sur les années 70, qui sont des années assez particulières, parce que, en fait, il y a eu un creux dans la. Bon, je parle beaucoup de la mémoire du génocide. Hein. Moi, effectivement, j'ai mon grand-père qui a été assassiné à Auschwitz, mais pendant toute mon enfance, j'étais incapable de me faire des images de ce que c'était que la déportation. Je savais que mon grand-père avait été déporté, qu'il n'était pas revenu, mais j'étais incapable de comprendre ce que c'était que Auschwitz, ce que c'était que la déportation, ce que c'était qu'un camp comme Auschwitz, ce que c'était qu'une chambre à gaz. Enfin, mon grand-père n'a pas été gazé, mais un fonds crématoire, enfin voilà, tout ça, quoi. Et pourquoi, et dans quelles circonstances, enfin bon. Et donc, ça m'a beaucoup perturbé. Et alors, quand en plus j'ai été traité d'antisémite, c'était horrible, quoi. C'était la faute impardonnable. Et donc, ça m'a permis de revenir sur cet épisode. Et puis, oui, donc, ce que je disais, c'est que les années 70, finalement, la mémoire du génocide des Juifs a refait surface à la fin des années 70, avec les Klarsfeld, notamment, qui ont publié le mémorial de la déportation des Juifs de France en 78, qui était l'annuaire de tous les Juifs déportés de France, et dont ma mère a dit, quand elle a reçu cet annuaire, elle a dit, c'est la pierre tombale de mon père. Elle n'avait jamais vu dans un document avant ça le nom de son père avec écrit déporté à Auschwitz, mort, assassiné, etc. Machin. Donc c'était la première fois qu'elle avait une preuve tangible que son père avait été. Avant ça, c'était des papiers administratifs lui disant s'il n'est pas revenu, c'est qu'il doit être mort. Et puis, comme on ne sait pas où il est mort, on considère qu'il est mort à Bonne-la-Rolande le 30 juin 1942. Et à Bonne-la-Rolande le 30 juin 1942, c'était le dernier jour où on savait qu'il était vivant, puisqu'il est monté dans un train en direction d'Auschwitz. Donc le paradoxe, c'est qu'il était mort
le dernier jour, on était sûr qu'il était vivant, ce qui est complètement délirant. Et depuis, en fait, Robert Badinter a fait changer la loi. Et quand il était ministre garde des Sceaux, et il a autorisé les gens à faire mettre mort, même si on n'avait pas la date de la mort, etc., mort à Auschwitz ou mort à Sobibor ou mort à Majdanek, etc. Voilà, donc je raconte cette histoire qui est très intime, en fait, mais qui est aussi un paradigme des années 70 en France, de ce que c'était que cette mémoire mal digérée, et aussi de l'attention qu'il pouvait y avoir chez mes parents. Mon père n'était pas juif, ma mère était juive orpheline, et il y avait parfois quelques tensions autour de ces sujets, des espèces de concurrence de la souffrance aussi, où ma mère considérait que pire que les souffrances qu'elle avait endurées, ça n'existait pas. Donc mon père n'avait pas tellement le droit de souffrir en sa présence, même si lui-même avait, comme tout être humain, ses propres souffrances, quoi. Et y compris, il était enfant pendant la guerre et ça n'avait pas été drôle pour lui, même si ses parents n'avaient pas été persécutés et qu'il n'avait pas risqué sa vie, quoi. Donc voilà. Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, très bien. Oui. Alors, du coup, vous êtes auteur, vous êtes éditeur, vous êtes aussi traducteur. D'après ce que j'entends, vous êtes aussi un très grand lecteur. Et du coup, je me demande, en fait, à quoi ressemble une de vos journées de travail et surtout, comment vous jonglez entre toutes ces casquettes? Ouais, c'est pas toujours évident. En fait, la période où c'était beaucoup plus facile quand j'étais directeur de la Maison de la Culture Yiddish, parce que d'abord j'avais un travail à temps partiel, donc la maison n'est ouverte que l'après-midi, donc j'allais travailler vers 1h, 2h de l'après-midi. J'allais à mon travail et le matin j'avais toutes mes matinées pour l'écriture. Maintenant ça a changé. Donc j'arrivais à assez bien faire la séparation et j'avais dit à mon staff, sauf si la maison brûle, je suis là tous les jours à 1h de l'après-midi, donc on ne me dérange pas le matin. C'est vraiment exceptionnel. Et maintenant, c'est plus compliqué parce que quand on dirige une maison d'édition, la première chose qu'on a envie de savoir le matin, c'est combien de livres on a vendu la veille. Et donc, on regarde les tableaux de bord que met à votre disposition votre diffuseur, combien de livres ont été commandés par les libraires. Ce n'est pas des ventes sorties de caisse, c'est les commandes des libraires auxquelles on a accès. Et puis, c'est dès 9h du matin, un journaliste qui demande une iconographie, un blogueur qui demande un service de presse. Voilà, enfin, c'est le quotidien d'une maison d'édition. Comme on n'est que deux, on se partage la tâche. Donc, c'est plus difficile de s'extraire en disant « tous les matins, j'écris ». Et là-dessus, j'ai décidé aussi d'être traducteur. Or, je ne suis pas… c'est-à-dire que rien que pour l'Antilope, je l'étais déjà avant, mais pour l'Antilope, j'ai traduit les 2 romans de Rachel Shalita, une auteure israélienne qu'on a publiée. J'ai traduit un texte qui s'appelle Freud à Jérusalem de Eran Rolnik, qui est l'histoire de l'introduction de la psychanalyse en Palestine juive entre les 2 guerres, que j'ai traduit de l'anglais parce que l'auteur préférait qu'on le traduise de l'anglais. Et puis, là, je suis en train de traduire le livre de Bénimer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la biographie d'une rue juive de Varsovie. Donc, en l'espace de l'Antilope à 4 ans d'existence, et puis j'ai traduit 4 livres pour l'Antilope, ce qui, si je compte bien, fait un livre par an. Et je me rends compte que, mais ça je l'ai toujours su, que quand je traduis, je ne peux pas écrire. Et quand j'écris, je ne traduis pas. C'est-à-dire que ces deux… Si j'avais 10 heures par jour, ce serait peut-être possible. Mais ces 2 activités, bon, la traduction, c'est pas de la création, enfin, c'est plus passif que l'écriture. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de mes copains écrivains qui me disent j'arrive pas à écrire. Moi, j'arrive pas à écrire non plus pendant le confinement. Mais en revanche, je traduis 1h30 par jour parce que on se met devant son ordinateur, on se dit où j'en suis, ok, d'accord, et puis on traduit. Donc, ça demande de l'énergie, mais ça demande pas de l'action, disons. Tandis que l'écriture, ça demande énormément d'énergie et il faut être actif dans l'écriture. On est créatif. Dans la traduction, on est moins créatif.
Donc, c'est pas la même démarche, mais les deux demandent malgré tout une énergie d'écrivain, quoi, parce que traduire, c'est aussi être écrivain. Et donc, j'arrive pas à faire les deux à la fois, donc j'alterne. Et là, je me suis pas remis à l'écriture, tant que je traduis le livre de Bennimer, je me suis pas remis à l'écriture d'un nouveau roman. Je suis allé regarder, j'ai jeté un œil à votre site internet et j'ai trouvé un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est la publication des chiffres. J'ai été assez bluffé, je n'ai jamais vu ailleurs dans un monde où on a tendance à cacher et forcément on a toujours des ventes florissantes parce que ça ne se fait pas de dire qu'on s'est planté. Il faudra encore définir d'ailleurs ce qu'on s'est planté ou ce qu'est un livre réussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Et une fois que j'ai dit ça, je regardais effectivement un peu les résultats. Vous êtes une jeune maison d'édition parce que 4 ans, c'est encore effectivement peut-être fragile. Enfin, vous nous le direz. Est-ce que justement la période actuelle qui arrive au bout de 4 ans pour une petite maison d'édition, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, est-ce que ce n'est pas source d'inquiétude parce que les parutions de début d'année n'ont pas pu sortir, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, parce que les libraires vont faire de la trésorerie en renvoyant les retours? Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, justement? Alors, une petite maison d'édition, c'est un violon sur le toit, quoi. On est en équilibre en permanence. Ça a commencé très fort puisque la première année, on a eu 2 livres qui se sont bien vendus. C'était le premier, Rachel Chalita, Comme deux sœurs, qui était un très beau roman qui a rencontré son public et qui en plus profitait de la création de la maison parce qu'on a eu quand même beaucoup de presse au moment de la création de la maison. Et puis un magnifique texte écrit par un adolescent dans le ghetto de Vilnius en 1941-43 qu'on a publié sous le titre Entre les murs du ghetto de Vilno, qui est un journal intime qui est de la force du journal d'Anne Frank, mais dans le contexte d'un ghetto de l'Est de l'Europe. Donc ces 2 livres se sont plutôt bien vendus. Donc en plus, la première année, vous savez, vous n'avez que 6 mois de retour parce que les 6 premiers mois, vous n'avez pas de retour. Donc en fait, on a fini l'année, on était bien content, quoi. C'était bien passé, on avait fait un bon démarrage. Puis l'année d'après, c'était les élections présidentielles. Ah. Alors les années d'élections présidentielles, c'est une catastrophe. Enfin, surtout celle-là, parce que tout le monde était devant sa télé, ses tablettes, ses machins, ses trucs, avec les feuilletons à rebondissement de la rédactrice de la Revue des Deux Mondes, enfin bon, de tout ce qu'on veut, de Macron, qui était l'outsider qui vampait tout le monde, etc. Et de Marine Le Pen au 2e tour, enfin bref. Et donc, moins 30% dans les librairies pendant 2 mois. Et du coup, ça a fait un gros trou, quoi. Ça nous a fait tout drôle. Et surtout, une fois que, bon, il y avait les grands éditeurs, ils avaient compris le truc parce qu'ils étaient moins jeunes que nous. Et donc, leur blockbuster, ils les avaient réservés pour la rentrée littéraire. Donc, la rentrée, on n'a pas fait une très bonne rentrée non plus parce qu'il y avait beaucoup plus de concurrence. Donc, on a eu déjà un bas, là. Et puis après, heureusement, on a continué à creuser notre sillon. On a réemprunté de l'argent, en fait, à ce moment-là. On a commencé à creuser notre sillon, continuer. Et tout le monde nous disait, mais avec le travail sérieux, parce que nous sommes des chevaux de labour, Anne-Sophie et moi. Hein, c'est pas... si on veut nous comparer, par exemple, au tripode, ou le tripode, c'est quelqu'un qui... Pardon ? Qui seront bientôt avec nous. Ouais. Alors le tripode, c'est des gens qui sont capables de beaucoup d'audace, très bons éditeurs, qui sont capables de beaucoup d'audace. Nous, on n'aime pas prendre des risques. Donc on est vraiment, on monte notre mur brique par brique, tranquillement, doucement mais sûrement, je dirais. Et effectivement, les gens qui nous observaient, ils nous disaient, mais vous, ça va... Un jour, ça va exploser. Il suffit d'attendre que ça explose, quoi. Mais vous êtes en train de construire toutes les bases pour faire un travail vraiment sérieux. Et effectivement, au bout de 4 ans, on se rend compte qu'on a pris notre place dans le paysage, que les gens qui nous disaient au départ, c'est de la littérature communautariste, nous disent, vous êtes une maison de littérature à part entière. Il y a 95% des gens qui sont dithyrambiques sur notre charte graphique et 5% qui nous disent qu'ils ne l'aiment pas du tout. Et du coup, les gens nous disent, on vous voit dans toutes les librairies, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que c'est le cas de personne, mais c'est vrai que quand on voit un livre de l'Antilope, on a l'impression que l'Antilope est partout, parce que c'est une charte graphique très, très repérable.
Donc, du coup, l'année 2019 a été très bonne, notamment grâce au livre Dans les bagnes du Tsar et grâce à mon roman qui s'est bien vendu. J'ai aussi eu la chance d'être invité à l'émission On n'est pas couché fin août, une semaine après la sortie, ce qui a donné un coup de boost évidemment au roman. Et vous savez, quand vous passez, j'avais pas cette expérience, j'ai compris ce que c'était qu'un média de masse, quoi. Parce que le monde des livres, même Télérama, qui est très prescripteur, c'est pas une émission de télé vue par 2 millions de personnes, quoi. Ça n'a rien à voir. Le lendemain, les gens vous reconnaissent dans la rue, quoi. Ça dure 3 jours, hein, heureusement. Mais c'est. Et puis, pendant quelques jours, j'avais envie de dire aux gens, mais vous savez, je ne suis ni plus bête ni plus intelligent qu'il y a 3 jours, hein, je vous rassure tout de suite. Je suis le même. Mais le regard des gens sur vous est totalement changé. Et du coup, en librairie, qu'est-ce qui se passe? C'est que là où mon roman était en rayon, il est passé sur une table, et là où il était sur une table, il est passé dans la vitrine, quoi. Donc forcément, ça l'a beaucoup aidé. Donc 2019 est une très bonne année. Et là-dessus, janvier 2020, on décide d'arrêter la publication du livre qu'on avait prévu. Et mars 2020, Sabine Goussoub, peu de temps, on avait programmé son roman. Et puis finalement, au mois d'octobre, il nous dit je suis pas très, enfin, c'est pas abouti, est-ce qu'on peut pas le retarder, etc. Donc, on l'a retardé à la rentrée. On a bien fait parce que son roman est beaucoup mieux maintenant. Mais on n'a rien publié en mars. Donc, au début, on s'est dit, c'est la catastrophe. Une maison qui publie 5 livres par an, on en a déjà 2 de moins. Donc, et puis finalement, cette catastrophe s'est avérée être une bénédiction parce que vous avez les éditeurs qui ont publié en mars, ils ont leurs livres coincés dans des librairies fermées depuis 1 mois, quand même, ou 1 mois et demi. Et ben nous, on n'a rien publié en mars et même on n'a rien publié en janvier, donc on n'a pas de nouveautés coincées dans des librairies. Donc en fait, ce qu'on considérait comme une erreur de jeunesse de notre part, par le plus grand des hasards, s'est avéré être une bénédiction finalement. Et alors effectivement, comment est-ce qu'on va sortir de ce virus? Déjà, Gilles, il faut savoir que Gilles fait les livraisons lui-même de livres, hein. Je ne sais pas si vous avez vu vélo. certaines. Oui, alors oui, on a vu la vidéo. On a initié quelque chose, c'est-à-dire que nous, autant Anne-Sophie que moi, nous sommes extrêmement légalistes et très respectueux des engagements. Et donc, on avait un contrat d'exclusivité avec notre diffuseur. Donc, on s'est dit, on ne vend pas directement nos livres, quoi. C'est les libraires qui vendent nos livres. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, enfin quand même, là, tu as un contrat d'exclusivité, mais à condition que ton diffuseur et que les libraires soient ouverts. Là, ils sont fermés. Donc, peut-être que le contrat est en suspens. Et donc, je me suis dit, il n'a pas de tort. Et comme il y avait des gens qui nous réclamaient en disant, mais vous ne pourriez pas nous vendre un livre en direct, machin, etc. Voilà, on a commencé à dire aux gens, Anne-Sophie a un vélo, moi j'ai un vélo, il faisait un temps sublime à Paris. On avait besoin de faire de l'exercice aussi, plutôt que de grossir comme des gorées dans notre confinement. Eh bien, on a dit aux gens, si vous voulez, si vous avez besoin d'un livre de l'Antilope, on vous l'apporte. Et ça a super bien marché. Il y a plein de gens qui nous ont contactés. Et surtout, en fait, c'était aussi en se disant, sauf qui peut, quoi. On a eu, au mois de mars, on a eu moins 4 000 € de chiffre d'affaires à cause des retours, effectivement. On n'avait plus de commandes et on n'avait que des retours. Donc, on commençait à s'inquiéter. Et puis, donc, ça nous a rendu service. Mais aussi, quand je me suis retrouvé, je suis quand même allé jusqu'à Fontenay-aux-Roses, j'ai fait 25 km aller-retour, hein, donc c'était sympa, un dimanche, il faisait beau. Mais c'était une dame qui nous avait commandé 6 livres. Ça avait quand même le coup de faire 25 km. Et une dame que je connais. Mais quand je suis arrivé, elle m'a remercié tellement chaleureusement. Et puis après, il y a notamment des personnes âgées qui m'ont remercié en disant ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un. Enfin, même si c'est à 2,50 m de distance et chacun avec son masque. Et puis j'ai quelque chose à lire. Et puis, enfin, vraiment, on s'est rendu compte qu'en plus, on assurait un service, quoi. C'était pas juste des gens qui voulaient nous soutenir. Et donc, c'était génial. Donc, on a fait ça et puis on va continuer à le faire. Là, les librairies sont en train de rouvrir. Donc, mais il y a encore des gens qui vont rester confinés, notamment des personnes âgées, etc. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent qu'on vienne les livrer,
on continuera à le faire. Le temps du confinement. Moi, j'avais une question. Vous mentionniez la charte graphique qui effectivement est assez particulière. Donc, je voulais savoir si elle représentait quelque chose et comment vous avez eu l'idée. Et aussi si vous pouviez nous parler du nom de la maison d'édition qui est aussi assez particulière, l'Antilope. Donc d'où ça vient et est-ce qu'il y a une idée derrière? Alors, en ce qui concerne le nom de la maison d'édition, l'idée, c'était qu'on ne voulait pas donner à la maison un nom juif, justement pour induire le fait que la littérature juive était une littérature pour tout public. Donc, à partir de là, on avait l'embarras du choix et on s'est dit qu'un nom d'animal, c'était plutôt sympa. Un animal à cornes, parce que quand on a déposé le nom, on ne savait pas ce que notre graphiste trouverait comme logo, mais on s'est dit, bon, des cornes, le graphiste va s'accrocher aux cornes, quoi. Enfin, ça donne du caractère, disons. Il a trouvé, effectivement, vous avez vu l'antilope, l'apostrophe est doublée, Ouais. et ça symbolise les cornes de l'antilope, effectivement. Et, et puis, on s'est dit, c'est un animal gracieux, rapide, exotique, et la littérature juive, pour le public francophone, c'est plutôt exotique, donc ça correspond bien. Et après, une fois qu'on avait déposé, on s'est rendu compte que c'était un mot qui se disait quasiment de la même manière dans toutes les langues, en russe, en yiddish, en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, on dit antilope, antilopa, etc. Donc c'est beaucoup plus facile dans nos relations avec des éditeurs étrangers, notamment, plutôt que édition du Cherche Midi ou édition du Seuil, ou qu'il faut traduire ou pas traduire, enfin bon. Et puis en plus, ça commence par un A, donc on est toujours au début des listes d'éditeurs, donc c'est bien. Bien vu. Alors ça c'est pour la maison d'édition. Pour la charte graphique, en fait, moi je suis pas. D'abord, je suis daltonien, donc tout ce qui est graphiste, c'est pas mon truc, hein. Donc c'est le truc d'Anne-Sophie. Et Anne-Sophie m'avait dit, bon, on était convenus, on était d'accord sur le fait qu'il fallait, dans la mesure où on avait publié peu de livres et que c'était toujours de la littérature juive, il fallait que nos livres soient reconnaissables, que ça fasse collection, quoi. Que tout de suite on dise, ah, ça, c'est l'Antilope. Et on se rend compte qu'on a très bien fait, parce que quand on est dans les salons du livre, à côté d'autres éditeurs, eh ben, les gens, à la table d'autres éditeurs, de petits éditeurs, hein, d'éditeurs indépendants, à la table d'un autre éditeur indépendant, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah oui, un livre sur le réchauffement climatique, ça m'intéresse ». Et puis le suivant, il va dire « Ah bah un livre sur Dalida, ça m'intéresse ». Nous, les gens qui viennent, ils disent « La littérature juive, ça m'intéresse, celui-là, j'ai pas encore lu ». Et ils repartent avec 5 livres. Ils repartent avec 5 livres, quand ils sont tous à côté. Donc dans les salons, on cartonne par rapport à nos voisins. Et donc ça fait vraiment effet collection. Et là, pendant le confinement, il y a un homme de Bretagne qui met une photo sur Instagram, et c'est le concurrent d'Anthony, en fait. Et je regarde la photo, il a déjà rangé ma bibliothèque, puis je vois toute une série de l'Antilope, et je compte. Et vous savez, il y a La Folie des Grandeurs qui est passée à la télé il y a quelques jours, et puis à un moment donné, quand Yves Montand met les mains dans la cassette d'or de Louis de Funès, le matin au réveil pour le réveiller avec un doux son, Louis de Funès, à un moment donné, il en manque une. Voilà. Et à ce moment-là, je vois la photo et je dis à Anne-Sophie, il en manque un. Il avait tous les livres de l'Antilope sauf un, Freud à Jérusalem, qui est le seul essai qu'on a publié. Sinon, tous les textes littéraires de fiction, il les avait achetés. Et 4 jours après, à partir du moment où on a commencé à dire, bon, ben, on livre à vélo et tout, il dit, bon, ben, moi, je ne suis pas à vélo, je suis en Bretagne, mais il y a encore un livre de l'Antilope que je n'ai pas et mon libraire est fermé. Vous ne pourriez pas, je ne pourrais pas vous le commander. Donc maintenant, il a toute la série. Et donc, la charte graphique, en fait, Anne-Sophie avait dit au graphiste, il faudrait qu'on soit aussi reconnaissable que Zulma ou que Sabine Vespizer, chacune dans leur genre, qui sont des genres très différents. Mais c'est vrai que les livres de Zulma et les livres de Sabine Vespizer, quand vous êtes dans une librairie, tout de suite, vous les reconnaissez. Contrairement au... Bon, ça se fait de moins en moins, mais à un moment donné, la grande mode de l'édition française, c'était la couverture blanche pour copier Gallimard, quoi. Donc, de plus en plus, les éditeurs ont une personnalité très reconnaissable. Mais nous, plutôt que d'avoir, vous voyez, nos petits camarades de chez Marchiali, ils sont reconnaissables, mais à chaque fois, c'est différent. En revanche, le trait, on le reconnaît.
Mais nous, on voulait vraiment être reconnus par la charte, voilà, avec cette espèce de 8. Et alors, au départ, en fait, c'est notre graphiste qui nous a dit, si vous mettez le livre dans l'autre sens, hein, vous mettez comme ça, et ben, ce sont les jumelles pour regarder l'antilope. Sauf que à l'horizontale. Je pensais que c'était plutôt comme un vitrail ou. Enfin, alors, moi, à l'horizontale, ça ne quelque chose fonctionnait un peu pas. religieux d'ailleurs. Ouais, alors non, mais cela dit, les gens nous ont fait plein d'associations. Il y a des gens qui nous ont dit que ça avait un côté très oriental, effectivement, oui, comme les tout à portes fait. dans les pays arabes. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, on dirait la matrice d'une femme, quoi, un utérus. Enfin bon, il y a eu pas mal d'associations différentes. Nous, en fait, graphiquement, ça nous permettait de mettre ce qu'on avait envie de mettre dedans, c'est-à-dire le nom de l'auteur et le titre. C'était quand même important. Et c'est vraiment ça, je suis en plein dedans. Pardon? Si c'est vraiment cette définition-là, je suis en plein dedans, là. C'est-à-dire la matrice? Non, La bon, matrice. non, bon, non. D'accord. Et puis, mais alors le vrai challenge, est passionnant en fait. Toi, Anthony. Oui. Ouais, Anthony, il est parti là. J'ai pas compris en fait. Parce que j'ai la couverture derrière moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Oui, absolument. Et donc je suis enceinte d'Anthony. Voilà. Et le vrai challenge, en fait, c'est que en général, dans une iconographie, ce qui est important, il est au milieu. Une photo, on cadre sur ce qui est important, on ne cadre pas sur les bords. Et ben nous, notre challenge, c'est qu'on voit que les bords. Donc, à chaque fois, notre graphiste, il fait des miracles. Enfin, on l'adore, on le trouve formidable, il est hyper réactif, il comprend ce qu'on veut faire. Et à chaque fois, il nous fait des propositions qu'on aime beaucoup. Ça ne nous empêche pas de temps en temps de le faire retravailler, bien sûr. Mais ça tombe quand même très souvent. Yeah. Je peux me permettre, moi, je trouve que, moi, je trouve que ça ressemble à des rouleaux de Torah vus d'en haut. Ah oui, j'y avais pas pensé. Ouais. C'est vrai. Je pensais que c'était vraiment pour ça, moi, parce que ça ressemble vraiment aux deux tubes vus d'en haut. Ben non, on n'y a pas pensé du tout. Non. Voilà. Moi, je pensais que c'était comme un petit trou de serrure pour pouvoir voir à l'intérieur d'un monde qu'on ne connaît pas forcément. Donc, je pensais que c'était une petite serrure. Oui, alors effectivement, l'idée du trou de serrure, on en était assez conscient parce que en fait, on a fait des essais. Et au début, on avait fait un essai sur une couverture blanche. Et après, on a fait un essai sur une couverture crème. En fait, l'intérieur, il n'est pas colorisé. On achète un papier crème et on passe donc le crème qui est à l'intérieur du 8. Il n'y a pas de couleur qui est appliquée dessus. Mais au début, on avait pris un papier blanc. Et en fait, en fonction de la couleur du papier, si le papier est blanc ou si le papier est crème, la perspective est retournée. C'est-à-dire que quand le papier est crème, on a l'impression que c'est une étiquette crème collée sur une icono. Et quand le papier est blanc, on a l'impression que en fait, c'est une découpe et que c'est l'icono découpé qui est collé sur un papier blanc. Donc, et en fait, ça marchait beaucoup mieux avec un papier crème en termes de perspective. Mais effectivement, l'idée du trou de serrure pour découvrir la littérature juive. Pardon? Non, je dis, parfois il est noir aussi, et c'est vrai que ça fait trop de serrure. Ouais. Alors là, pour le noir, c'était pas prévu au départ parce qu'on n'avait pas prévu faire du polar et qu'on l'avait fait de la même couleur que les autres. Et c'est les représentants qui nous ont dit non, là, c'est quand même un livre, même si c'est littéraire, même s'il y a des tas d'autres qualités, c'est quand même un livre qu'on a envie que les libraires mettent aussi au rayon polar. Et il faut les codes du polar. Donc, vous nous mettez du noir ou du jaune quelque part. Et donc, c'est pour ça qu'on a rempli de noir le 8. Je voulais revenir sur votre ligne éditoriale qui est très comment dire très marquée. Et certaines maisons d'édition parfois font des pas de côté, choisissent d'élargir un petit peu leur ligne éditoriale. Est-ce que vous avez déjà été tenté, par exemple, je sais pas moi, par amitié pour un auteur, ou créer une collection en fait aussi au sein de votre maison d'édition, une collection particulière qui quitte l'existence juive justement. Enfin voilà. Ouais.
Alors déjà, vous voyez le livre de Ludovic Herman Wanda qui s'appelle Prison. Finalement, voilà, merci Céline. L'existence juive, elle est relativement ténue. C'est un prisonnier qui se fait dans la même cellule qu'un prisonnier juif et qui, malgré tout, qui le sensibilise à l'importance de la parole et du mot dans la tradition juive et qui fait qu'il va acquérir la langue française, enfin décider de maîtriser la langue française parce qu'il se rend compte que sans maîtriser la langue française, on ne peut pas exprimer sa pensée, ses sentiments, etc. suffisamment bien et on n'a aucune chance d'être intégré à la société française. C'est un peu ça l'idée du livre. Mais c'est bon, la présence juive, elle est quand même relativement ténue. Hein, donc c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on essaie de prendre la thématique de manière extrêmement large. Mais il y a surtout une autre chose qu'on dit à nos auteurs, c'est que, alors pour rentrer à l'Antilope, il faut avoir un livre qui traite de ce type de sujet. Mais surtout, l'autre fois, Jean-Pierre Gattegno, qui a publié Les aventures de l'infortuné marin Juan de Figueras, nous a dit après, je suis en train d'écrire un livre qui se passe à l'orchestre de Radio France, je ne sais pas quoi, l'orchestre de Paris, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les Juifs, alors en sous forme de boutade, je lui ai dit, t'as qu'à mettre un musicien juif dans l'orchestre, mais on lui a dit, ça n'a aucune importance, à partir du moment où on a envie de continuer à suivre nos auteurs, on les suivra, et ça va être justement le prétexte pour peut-être élargir la thématique. Mais malgré tout, on se rend compte que, en fait, le monsieur Jean-Marc là disait tout à l'heure, c'est vous qui avez dit que vous aviez regardé les chiffres qu'on a publiés sur notre site. C'est ça. En fait, quand on compare à d'autres éditeurs, on se rend compte que on a une régularité de vente qui est assez exceptionnelle. On a eu vraiment un four commercial qui est un très beau livre qui s'appelle « Cette petite douceur » de Sean Levin. Je crois que les gens qui sont habitués à nos collections, enfin à notre maison d'édition, ont été un peu surpris par ce livre, qui est sans doute un des moins juifs dans la thématique, même si je trouvais que c'était une écriture pleine d'exil, et qui est une relation entre deux hommes à Londres, deux amants. Donc le côté gay, ça a peut-être un peu surpris dans notre catalogue, je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre qui a très mal marché, on a dû en vendre 400 exemplaires. Mais sinon, nos livres, ils se vendent entre 1200 et 4000 exemplaires, donc avec une moyenne de 1800, grosso modo, ce qui, les éditeurs nous disent, mais c'est très bien, quoi. Enfin, surtout pour une maison jeune et tout, c'est assez exceptionnel. Et en fait, on a énormément de gens qui sont très fidèles et qui nous suivent, et des gens qui ont... on a 22 livres au catalogue, des gens qui ont plus de 6 ou 7 livres de l'Antilope, il y en a énormément. Et donc, c'est ce qu'on voulait aussi créer. Et ce n'est pas forcément des lecteurs juifs. Hein. Je le savais avant, mais je me suis rendu compte, à force de rencontrer des lecteurs, qu'il y a énormément de non-juifs qui sont assez fascinés par l'existence juive, d'une façon générale. Et donc, qui lisent tout ce qui sort sur le sujet. Et donc, on a un cœur de lectorat qui est extrêmement fidèle et qu'on arrive à maintenant bien toucher. Et donc, l'idée d'être, comme il n'y a pas d'autres maisons dans notre style, dans notre genre en France, l'idée d'être la maison de littérature juive, on a aussi envie de continuer dans cette image. Pour l'instant, ça nous a réussi. Et en 2021, on va créer une collection de poches, en fait. Ah, super. Et le format BD, vous y pensez? BD, non. En fait, on n'est que deux. On n'a pas envie de devenir une multinationale. On n'est pas tout jeune, ni Anne-Sophie ni moi. Donc, notre carrière, elle est faite. On fait vraiment ça pour s'amuser. Et en fait, on s'est quand même simplifié la vie pour tout ce qui est fabrication. Et moi, j'avais dit à Anne-Sophie dès le départ, moi, la fabrication, ça ne m'intéresse pas. Donc, on se simplifie la vie. Donc, en fait, quand on envoie un devis à un imprimeur, c'est
toujours le même format, c'est toujours la même qualité de papier pour la couverture et pour l'intérieur. Il y a juste la pagination qui change. À partir du moment où on fait du roman graphique, de la littérature pour enfants, Anne-Sophie, elle a 20 ans d'expérience en littérature pour enfants. Elle était éditrice chez Hatier, avant Hatier Poche. Elle avait très envie de faire de la littérature pour enfants et à chaque fois qu'elle me disait « ce serait bien qu'on en fasse, ce serait bien qu'on en fasse », après elle me disait « mais on ne peut pas tout faire ». On ne peut pas tout faire, même pour assurer la promotion de nos livres. Vous savez, le premier client d'une maison d'édition, c'est le libraire. Les libraires qui font de la littérature jeunesse ou de la littérature BD, ce n'est pas les mêmes libraires que la littérature. Et donc, quand une maison où on est deux, on ne peut pas tout faire. Donc, on a décidé de bien faire un petit segment. Et voilà. Non pas qu'on n'aimerait pas faire de la BD ou du roman graphique, mais on ne peut pas, quoi. Sinon on va se disperser et ce sera à mon avis pas bien. Du coup, je suis vraiment frappé par la… Pardon Céline, vas-y. Je suis vraiment frappé par la cohérence en fait du projet. Vous avez parlé au tout début de la ligne éditoriale et j'ai noté un ensemble qui fait sens, mais ce n'est pas qu'un ensemble éditorial. On a l'impression que c'est une façon de penser, c'est une façon d'éditer, c'est une charte graphique, je vais même dire c'est un process éditorial et c'est peut-être ce qui fait que vous ne vous perdez pas et que vous êtes assez lisible justement auprès de vos lecteurs, auprès de cette chaîne du livre. En tout cas, c'est ce qui ressort un peu de ce que vous nous dites. Ma question, ça serait, est-ce que vous avez eu quand même des freins, des barrières, justement, le fait d'être dans un segment de la littérature juive, alors je ne parle pas forcément d'antisémitisme, mais de gens qui auraient pu ne pas croire au produit, on va le dire comme ça, et vous mettre des barrières dans la diffusion chez des libraires, vous rangez, on sait très bien qu'ils aiment caser ça dans des piles et pas toujours celles qu'on souhaiterait. Quels ont été en fait les principaux freins ces derniers temps? Alors, c'était dès le départ, en fait. Au bout d'1 an et demi, les représentants nous ont dit « ça devient de plus en plus facile de promouvoir votre catalogue ». Au début, ce n'était pas évident parce qu'on sentait une réticence d'un certain nombre de libraires. Pas de tous, heureusement. Et maintenant, en fait, c'est pour ça que je vous dis, maintenant, on est considéré comme une maison d'édition de littérature, ce qui n'était pas toujours le cas au début, quoi. Enfin, et je pense que, en fait, nous, on savait où on allait, mais on ne pouvait pas en convaincre. Vous avez beau dire sur une déclaration d'intention, on sera très ouvert, on sera très ceci, on sera très cela, évidemment, les gens, ils veulent des preuves. Et donc, à partir du moment où on a publié, notamment, Sabine Goussoub avec Le Nez Juif, puis Ludovic Herman Wanda avec Prison, qui étaient des livres qui ouvraient énormément par rapport à des livres traduits du yiddish ou de l'hébreu. À ce moment-là, les gens ont commencé à se dire, ils ont commencé à se dire, et puis surtout, il y a des libraires maintenant qui nous disent, à chaque fois, vous nous surprenez, quoi. On se demande où vous allez aller comme ça, parce qu'à chaque fois, vous avez un nouveau truc. Enfin, voilà, le secret de Polichinelle, le polar, c'est quoi? C'est Eva qui le montrait tout à l'heure. Bon, c'est l'histoire d'un détective de Tel Aviv qui parle de lui au féminin, qui est une folle tordue, et c'est drôle, et il se fout de la gueule de tout le monde. Alors, ça se passe à Tel Aviv, mais c'est totalement décalé, quoi. Et nous, c'est ce qu'on aime faire. On aime surprendre, on aime abattre les clichés aussi. Mais alors, effectivement, il y a eu des résistances, il y en a encore. On parlait d'une librairie pas très loin de chez nous à Paris, qui vend quasiment pas nos livres, et on a une copine qui la fréquente et qui nous a dit oui, elle n'aime pas. Alors, officiellement, elle n'aime pas la charte graphique, mais en fait, je pense que c'est plus idéologique que ça. Ce n'est pas de l'antisémitisme, mais c'est plus les librairies libertaires, elles n'adorent pas tout ce qui peut être considéré, sans même beaucoup réfléchir, comme confessionnel, ou alors comme le fait de publier de la littérature israélienne. Il y a des gens que ça rebute pour des questions idéologiques ou politiques, etc. Nous, on ne rentre pas du tout dans ce genre de considération, une fois, et dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. On a publié un jeune auteur israélien qui s'appelle Jonathan Berg, avec un livre, un très beau roman qui s'appelle « Donne-moi encore 5 minutes », qui se passe à Tel Aviv, moitié dans une colonie juive de Cisjordanie. Et on devait publier en octobre, mais on le publiera en janvier à cause du coronavirus.
un récit de sa part où il raconte son enfance dans cette colonie, qui est une colonie en face de Ramallah, hein, entourée de grillages et gardée par des gens avec des kalachnikovs, où il raconte pourquoi il est parti de cette colonie, à la fois géographiquement et idéologiquement, et pourquoi il ne peut plus adhérer à l'idéologie des colons juifs de Cisjordanie, de ce que d'autres appellent la Palestine occupée, enfin voilà. Et je veux dire, on ne va pas se faire des amis dans la communauté juive avec un livre comme ça. Mais c'est un magnifique récit sur ce que c'est que d'être né dans un lieu avec une idéologie juive pratiquante et politique, etc., et d'en partir parce que ce n'est pas votre vérité. Et qu'est-ce que c'est d'habiter, lui il habite Jérusalem maintenant, et sa mère habite donc toujours dans cette colonie à 20 km, et de ne plus se sentir chez soi sur son sol natal. C'est-à-dire que ses paysages natals, la Cisjordanie c'est magnifique, hein, c'est un désert sublime, donc il adore ces paysages, mais idéologiquement parlant, c'est quelque chose auquel il ne peut pas adhérer. Donc il exprime tous ces paradoxes dans son texte, c'est formidable. Et ça fait aussi partie de notre projet, parce que c'est aussi de l'existence juive. Donc nous, on prend jamais parti idéologiquement parlant. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vous envoie un manuscrit parce que nous défendons la même cause. Donc, je regarde son manuscrit, c'était un truc super pro-israélien, et je lui ai répondu, monsieur, je ne sais pas de quelle cause vous voulez parler. Moi, je ne défends aucune cause, à part celle de la littérature. Après, j'ai mes convictions personnelles, mais je ne défends pas de cause, quoi. Et combien tu reçois de manuscrits, Gilles, à peu près, en moyenne? Alors, c'est aussi pour répondre à Sandra, je crois, qui disait que vous ne voulez pas élargir la ligne éditoriale. Les maisons généralistes, elles reçoivent 2000 manuscrits par an, hein. Notamment Finitude, qui avait publié En attendant Bojangles, là, vous savez, qui avait fait un best-seller. On la connaît bien, on connaît bien les patrons de Finitude. Ils nous ont dit, avant on recevait, l'année où on a publié Bojangles, on a reçu 3000 manuscrits dans l'année. Donc, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, hein, recevoir 3000 manuscrits. Parce que moi, c'est ma grande angoisse d'être en retard dans la lecture des manuscrits, d'autant plus que je suis auteur moi-même. Donc, je sais ce que c'est qu'un auteur qui attend une réponse d'un éditeur, c'est pénible. Et donc, on reçoit à peu près 150-200 manuscrits par an. Et ce qui fait quand même 4 par semaine. Donc, il faut les lire, quoi. Et comme on les lit tous nous-mêmes, et surtout, c'est surtout moi qui m'y colle au début, et puis après, quand je vois un truc bien, je le passe à Anne-Sophie, bah, ça demande du temps. Et puis, c'est ma principale inquiétude, quoi, de me dire, je ne réponds jamais assez vite. En général, les gens attendent 2 mois chez nous. Et j'arrive pas à rattraper mon retard. Là, pendant le confinement, je me suis dit, ah, génial, je vais lire 3 manuscrits par jour, et je n'y suis pas arrivé non plus. Et qu'est-ce qui se passerait si Vas-y, Céline. Parce que je reste vraiment sur le même thème. Si jamais vous receviez des manuscrits suffisamment intéressants pour avoir envie d'en publier plus que ce que vous contraignez pour des raisons de qualité, on l'a bien compris, mais que vous contraignez malgré tout à tenir, est-ce que vous demanderiez à un auteur d'attendre alors que lui, il n'a pas forcément envie d'attendre, ou est-ce que vous le laisseriez? Alors, la question devient épineuse parce qu'il y a de moins en moins de place dans notre catalogue. En septembre, on publie le 2e de Sabine Goussoub, et en janvier ou mars, on publiera le 2e de Ludovic Kerman-Wanda. L'année dernière, on a publié le 2e de Rachel Chalita, donc on donne quand même la priorité à nos auteurs. Ce qui veut dire que, alors qu'au départ, on avait 5 places par an, maintenant, on n'en a plus que 3, quoi. Il n'est pas exclu qu'on republie des livres de Gilles Rosier aussi. Et donc, effectivement, il y a les places sont de plus en plus chères, mais ce qui est un grand luxe pour nous. C'est-à-dire que moi, au départ, quand je lisais des manuscrits, il y avait des gens que je faisais attendre pendant plusieurs semaines, une fois que j'avais lu, parce que je disais, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal. Donc, j'hésitais beaucoup jusqu'au moment où je me suis rendu compte que quand on publie 5 livres par an, quand on hésite, il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut être emporté. Sabine Goussoub, je l'ai lu en 3 heures, son premier. J'ai dit à Anne-Sophie, il faut que tu le lises vite parce qu'il ne va pas rester longtemps sur le marché, entre guillemets. Elle l'a lu le lendemain et le surlendemain, on lui proposait de le publier.
Donc, on était persuadés qu'on adorait ce livre. Voilà. Et donc en général, quand même, quand je reçois les manuscrits, je commence à lire la première page. Et si vraiment ça m'emporte, je continue de le lire. Si ça ne m'emporte pas complètement, je me dis, bon, ça va pouvoir attendre un petit peu. Oui, donc on a, en fait, plutôt que de... C'est un vrai problème, en fait. Il y a une année où on a fait 6 livres et on s'est rendu compte que c'était trop, en fait. Il y en a un celui de Joshua Halberstam. On a fait 6 livres parce qu'on a rajouté celui de Sabine Goussou, parce qu'on l'a reçu en août et on l'a publié en mars. On avait très envie de le publier rapidement. Et du coup, on a décalé un peu et celui de Joshua Halberstam est paru en avril. Et en fait, c'était trop. Donc, on est revenu à 5. Après, on va publier 5 poches par an, mais les poches, c'est différent parce qu'il n'y a pas la promo qu'il y a sur les grands formats. Donc, c'est tout à fait différent. Mais on n'a pas envie que les livres dans notre catalogue se percutent les uns les autres. Et puis, je vous dis, on n'a pas l'intention de racheter les éditions Gallimard, enfin Madrigal. On a l'âge qu'on a, on a envie de se faire plaisir. Et quand on finit par être submergé de travail, on ne se fait plus plaisir, quoi. Donc là, on a beaucoup de travail, mais ça reste encore humain. Et en plus, on a fait des essais. Il y a quelqu'un qui nous a proposé de lire les manuscrits. On a fait un essai. Et puis à chaque fois, moi, je butais. Je me disais, non, mais si ce n'est pas nos choix, ça ne va pas fonctionner, quoi. C'est une petite maison comme ça, il faut qu'elle soit il faut qu'elle ait du nerf, quoi, de la personnalité. Et sa personnalité, c'est celle de ses patrons, quoi. Il n'y a pas de mystère. Donc, la collection de poches, on a une stagiaire en ce moment enfin, si on peut se le permettre, on avait prévu de le faire, mais là, le coronavirus, ça va peut-être un peu nous perturber, de lui proposer, elle nous demande de lui faire un contrat en alternance. Et on se disait, voilà, notre alternante, elle va gérer la collection de poches, parce que c'est le texte qu'on aura choisi, qui ont déjà été édités soit chez nous, soit ailleurs. Il n'y a plus rien à faire d'un point de vue éditorial. Après, c'est de la fabrication, c'est de la relecture, c'est autre chose. Donc, il n'y a pas besoin de notre aval, on l'a déjà, quoi. On n'a pas besoin de lire des manuscrits, de dire c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que ça va compléter notre catalogue, etc. Mais on est assez attentif, hein, souvent. C'est Anne-Sophie qui est assez attentive à ça. Des fois, elle me dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas publié de yiddish, donc il faut faire attention. Il ne faut pas publier 3 livres traduits de l'hébreu la même année. Il faut toujours avoir une balance entre du yiddish, de l'hébreu, du français, une autre langue. Enfin, donc, effectivement, du coup, on essaye d'assurer un petit peu cette balance, quoi, pour garder un équilibre dans le catalogue. Quelqu'un a une autre question? N'hésitez pas. Ouais, Anthony, du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui a conduit Sabine Goussou justement à vous envoyer son manuscrit? Est-ce qu'il connaissait déjà la maison? Est-ce que pour lui, ça a été une évidence en fait d'être publié chez vous? Non, pas du tout, puisque quand je l'ai appelé, il m'a dit je pensais jamais que vous m'appelleriez pour me dire que vous alliez me publier. En fait, il avait lu Comme deux sœurs de Rachel Chalita, qu'il avait beaucoup aimé. Et c'est ce qui l'a convaincu de nous envoyer son texte. Mais la raison pour laquelle il disait qu'on n'allait pas le publier, ce n'était pas une raison culturelle. Il disait, j'avais l'impression que ma langue n'était pas suffisamment littéraire pour l'Antilope. C'est vrai qu'on publie quand même des livres assez littéraires en général. Lui, c'est une langue plus relâchée, plus jones, quoi, mais qui pas moins littéraire pour autant. C'est un autre genre. Et vraiment, ça nous a énormément plu. Mais lui, il avait cette espèce de petit complexe d'infériorité de dire, je suis pas un écrivain, je suis pas, voilà, quoi, je suis pas Balzac. Mais oui, il était surpris. Mais moi, alors là, je n'ai pas hésité une seconde. Qu'est-ce que vous faites comme effort de promotion pour promouvoir un livre? Alors, on fait des relations presse. Au début, c'était moi qui le faisais. Maintenant, on a une attachée de presse qui s'appelle Aurélie Berkoff-Serfati, qui est en freelance. Pardon?
Ah, elle est super, je l'adore. Ouais, elle est super, ouais. Et depuis un peu plus d'1 an, on a pris une agence de relations libraires, qui est l'agence Relief, avec Julie Duquesne et Christophe Grossi. Mais en fait, on en fait une partie nous-mêmes, parce que sur nos petits vélos, on va apporter des services de presse à un certain nombre de libraires qui nous soutiennent très bien. Donc, il y a, sur Paris et proche banlieue, on connaît bien les libraires. En province, c'est un peu plus difficile. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a l'agence Relief. Sinon, on ne fait pas de publicité. Moi, je suis le community manager de la maison. Donc, on est présent sur Instagram et sur Facebook. J'ai jamais réussi à comprendre comment Twitter fonctionnait, donc je laissé tomber. Je crois que ça ne me correspond pas, donc c'est pas la peine d'aller dans des trucs qu'on ne sait pas faire, qu'on fait mal. Tu es trop bavard pour Twitter. Pardon? Tu es trop bavard pour Twitter. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Bon, ça veut dire qu'il faut que je me taise, là. Non. C'est-à-dire qu'Anthony a faim, en fait. Non, mais on essaye. Et dans la communication, en fait, on a une newsletter qu'on envoie à 2000 personnes à peu près. Et dans la communication, en fait, on a 3 newsletters. Une pour les lecteurs, une pour les journalistes et les blogueurs. Donc, si vous voulez être ajouté, vous pourrez m'envoyer vos coordonnées, si vous le souhaitez. Et une pour les libraires, et qui ne reçoivent pas les infos au même moment. Dans l'ordre, c'est journalistes, libraires et lecteurs. Les lecteurs, ils reçoivent l'info au moment où le livre sort. Les journalistes, ils reçoivent l'info 3 mois avant. Et donc, et dans notre communication pour le grand public, on essaye d'être proche. C'est-à-dire d'être chaleureux, d'être drôle, de parler à nos amis, quoi. Même si les gens ne sont pas forcément nos amis, il y en a quand même beaucoup, et de plus en plus. Mais voilà, on leur parle de manière proche. Là, au moment du coronavirus, on a fait un truc drôle qui a été super bien apprécié, en disant, en citant Sholem Aleichem, un des auteurs de notre catalogue, qui est un grand écrivain yiddish très drôle, et où on écrivait et pour l'antilope, comment ça va? Réponse, grâce à Dieu, mal. Voilà. C'est un peu l'exemple de ce qu'on peut faire dans notre newsletter. On essaye de parler aux gens de manière très personnelle. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait fait grâce à l'agence Relief, elle avait fait un dîner de libraires. Et puis, elle a plusieurs clients. Donc, il y avait 5 ou 6 éditeurs qui étaient clients de l'agence et qui rencontraient une quarantaine de libraires parisiens et de région. Et on est passé après une éditrice que je ne citerai pas, mais alors c'était vraiment l'éditrice qui avait le vent en poupe et qui avait un plan de carrière devant elle. C'était une évidence et qui présentait de manière hyper marketing son catalogue. Et nous, on passe derrière. Donc, j'ai voulu prendre la parole parce que je suis très bavard, comme l'a dit Anthony. Et là-dessus, Anne-Sophie, qui avait bu un verre de pinard et qui ne boit jamais de vin, m'a coupé la parole en disant « Ah, alors moi, je voudrais commencer par dire un truc. Ich bin ganz schicker. » En yiddish, ça veut dire « je suis complètement bourré ». Et du coup, ça a donné… Après, on a fait une espèce de sketch à la Laurel et Hardy et ça a eu vachement de succès, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, ni elle ni moi, on essaye de ne pas se prendre au sérieux. On essaye d'avoir du sens commun. Et moi, je crois, dans toute ma carrière, je me suis rendu compte que le sens commun, c'était le plus important. Les grands concepts, les machins, les trucs. Je veux dire, si on laboure bien et on fait bien les choses, etc., on finit par avoir des résultats. Alors, peut-être un petit peu plus lentement, mais au moins, on a des fondations solides, je dirais. Ça, c'est mon credo. Voilà. Non, je sais pas. Est-ce que ça fait du bien, Gilles, d'entendre ce genre de discours, en tout cas? Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est pas très germano-pratin, ouais, je sais. C'est rassurant, c'est rassurant. Alors, si personne n'a plus de questions, on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou... Non, c'était très intéressant. Très, très intéressant. C'était super. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Merci. Et puis vraiment, si vous avez envie de recevoir les infos de l'antilope,
On peut s'inscrire à la newsletter sur notre site, mais c'est pour le grand public. Donc, pour vous, vous m'envoyez un mail à gilles.rosier@yahoo.fr ou sur le truc de contact de la maison sur notre site. Et à ce moment-là, je vous rajoute à la newsletter journaliste et blogueur. D'accord. C'est noté. C'est noté. Ça a été enregistré, cette bafouille? Ça a été enregistré. Avec ton accord, on pourra le diffuser, mais sans ton accord, on ne diffusera pas. Tout le monde a la passe mail. Tu m'envoies un lien, c'est ça? Oui, ouais. Je vais le mettre je le mets sur YouTube et je t'envoie le lien après. Il ne sera pas publié. D'accord. Moi, j'ai rien contre, mais j'ai quand même besoin de le faire visionner par Anne-Sophie pour ça. Bien sûr. Aucun problème. Alors, merci à tous, vraiment, merci infiniment. Merci à Gilles parce que tu es passionnant comme à chaque fois. Donc, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps. Et écoute, avec grand plaisir pour la sortie du deuxième de Ludovic Herman Vanda. On pourra en refaire un avec un immense plaisir. En plus, on pourra le faire avec lui parce que c'est un phénomène. C'est un personnage. C'est un personnage. C'est un mec génial. Vraiment génial. Bon, merci beaucoup. C'était super. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.